C'est à Montréal, dans les studios d'Ubisoft, que fut créé Prince of Persia: Sands of Time, traduit en France par Les Sables du Temps. Après la sortie remarquée de Tom Clancy's Splinter Cell, également développé à Montréal, les studios se sont soudainement retrouvés sous les feux des projecteurs. Du coup, quelle ne fut pas notre surprise en apprenant qu'ils travaillaient sur la création d'un 4e Prince of Persia, Pop 4. C'est en 1989, sur Apple II, que sortit le premier Prince of Persia avant d'être adapté au début des années 90 sur la plupart des machines de l'époque. Pop 1 est aujourd'hui considéré par beaucoup comme la pierre angulaire du jeu d'aventure-action et le modèle 2D d'un certain Tomb Raider. Bref, une référence ultime. Le premier Prince of Persia, quand on y a joué et rejoué, j'ai pas joué à Prince of Persia en 89. Je le connaissais par cœur, je l'ai redécouvert ici. On était en 2D, c'était simple, mais il y avait tout déjà. Le premier jeu il était très difficile, donc j'ai eu beaucoup de frustration. Je suis mort un peu trop de fois à mon goût. La leçon de game design, tu vois. J'étais tout jeune quand je l'ai joué. Donc j'ai passé à côté de Pop, malheureusement. Je m'attendais jamais à travailler avec le créateur de tout ça. Là. Bonjour, je suis Jordan Mechner. Jordan Mechner a développé Prince of Persia 1 à l'âge de 25 ans, tout seul, ou presque. Il s'est en effet occupé de la création de l'histoire, des personnages, des niveaux, ainsi que des graphismes, de la programmation et de l'animation. Et le voilà, presque 15 ans plus tard, dans les studios d'Ubi Montréal. Je vivais à Los Angeles et je travaillais sur un documentaire lorsqu'Ubisoft m'a approché pour la première fois à propos de l'idée de faire un nouveau Prince of Persia. Ma première réaction a peut-être été un peu prudente parce que Prince of Persia 3D, sorti quelques années plus tôt, n'avait pas vraiment été une réussite. Ça fait en sorte que nous on récupère le truc et que si on fait un flop avec celui-là, du coup on tue la licence quoi. C'était à Los Angeles, à l'E3 2001, que j'ai rencontré Yannis Mala, le producteur montréalais qui a réuni la Pop Team. Et il m'a invité à Montréal afin de jeter un œil à ce qu'avait réalisé l'équipe. À l'époque, on n'avait pas grand-chose. On avait une douzaine d'AVI, des petits movies que Alex Drouin avait fait, qui donnaient déjà toutes les possibilités de ce que pourrait être Pop et le gameplay. Tu voyais le prince qui roulait, qui courait sur les murs, qui jumpait, qui attrapait des pôles, qui swingait, qui faisait du rebound, des trucs. En fait, c'est tout simplement quelques petites animations que j'ai fait, très rough. C'est plus pour montrer qu'on voulait faire un personnage acrobatique. Il y a des idées aussi qui n'ont pas été retenues. Peut-être que celle-là était un peu trop violente. Mais ça montre quand même une interaction entre... on appuie sur un bouton, ça déclenche une lame, interaction entre personnage et décor. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que 2 ans plus tard, on peut le jouer et puis ça y ressemble. C'est vraiment... Donc en juillet, quand Jordan arrive, on lui montre ça. Tout naïf ou en même temps, tu vois, un peu fier qu'on était, quoi. Et là, on regarde sa gueule et tout d'un coup, il fait... Voir le prototype qu'ils avaient déjà créé afin de présenter leurs idées de gameplay, ça m'a réellement emballé. Le mec, il est sur le cul, tu vois. Donc nous, on le regarde, il regarde le truc, on se regarde, le core team, tu vois, les 6 personnes qui avaient tout commencé, et on se dit... Oh putain, ok, je pense qu'on a quelque chose de fort, les gars. Et que contenaient ces petites vidéos au format AVI de cible fan? Quelles sont au final les possibilités offertes aux joueurs via ce 4e Prince of Persia et second jeu de la série en 3D? Dans le jeu Sands of Time, le prince peut faire tout ce qu'il faisait à l'époque, mais en plus, il peut courir sur les murs, il marche en équilibre sur des poutres. Il interagit avec les cordes, se balance, avec des pôles aussi. Les combats à l'épée. Aussi interagit avec les ennemis, court par-dessus les ennemis, interagit avec les murs pour attaquer l'ennemi. Bon, j'en oublie sûrement, il y en a tellement. On voudrait explorer tout l'aspect acrobatie, fight, etc. À l'époque, on parlait de Persian Ninja.
On s'est beaucoup inspiré des films asiatiques, en fait, comme Crouching Tiger, Hidden Dragon, toute la série avec Jet Li de Once Upon a Time in China, qui était excellente pour tous les mouvements acrobatiques. Il y a un film français qui a été inspiré de ça, Omakasi. Bon, ben c'est un peu dans cet ordre d'idées. Il fallait donc que les animations soient le plus réalistes possible. Un des mots-clés, c'était pas réaliste, mais c'était believable. Donc il fallait y croire. Même si c'est impossible, il faut que tu puisses y croire. Quelles techniques ont donc été utilisées? La motion capture? Étant donné la qualité des animations de Pop 1 et 2, ben, on se devait de faire la même chose, mais aujourd'hui. Donc pousser ça encore beaucoup plus loin. On s'est posé la question, quelle technique on allait utiliser pour arriver à la même qualité? On pensait à la rotoscopie, ça existe encore. On peut encore faire des jeux avec la rotoscopie. Là. Le rotoscoping, ou rotoscopie, est une technique d'animation consistant à filmer de vrais acteurs, puis à décalquer leurs mouvements sur papier ou sur ordinateur. Cette technique fut popularisée par la version anime du Seigneur des Anneaux, réalisée en 1978 par Ralph Bakshi. On a pensé à du motion capture, qui est, selon certaines personnes, the next big thing in animation, ce que je crois pas. Et on en a fait. On a fait du motion capture au départ, juste pour arriver avec des animations assez rapidement. Mais on s'est aperçu que finalement, on pouvait rien faire avec. C'était trop lourd, c'était trop lent, c'était trop... On a tout mis au vidange. Parce que lorsqu'on fait une séance de motion capture, on se retrouve avec beaucoup de déchets. Avec des bouts d'animation qu'on n'a vraiment pas besoin. Il faut en fait travailler aussi fort pour rendre l'animation belle. Mais après ça, on a tout mis de côté et on a tout refait à la main. Et en fait, c'est ce qu'il y a de mieux, je crois. Mais alors, qu'est-ce qui fait une animation de qualité? Quel est le secret? Parce que dans un jeu, l'important, c'est pas la beauté ou la qualité d'une longue animation. C'est plusieurs très petites animations qui s'enchaînent super bien ensemble. C'est ça le plus important. C'est vraiment des petits bouts d'animation qu'on a placés ici et là pour que les actions s'enchaînent très bien les unes avec les autres. 1, 2, 3. Vu qu'on ne fait pas la motion capture, on veut vraiment sentir le mouvement. Donc on va faire les mouvements, on va les essayer, on va prendre les pauses, faire les transferts de poids, remarquer comment on fait. C'est hyper compliqué à l'écran, ça semble hyper compliqué, c'est hyper spectaculaire, c'est hyper fluide. Puis tu joues avec la pad et puis c'est vraiment facile. Le challenge, c'est vraiment c'est à l'écran et non pas à le pad, avec le pad. Il était nécessaire que ce nouveau Prince soit plus accessible que son ancêtre, qu'il fallait impérativement finir en moins d'1 heure. Intégrer toutes ces animations contextuelles, c'est-à-dire intimement liées à l'environnement de jeu, n'a pas dû être évident. C'est peut-être la raison pour laquelle l'animateur Alex Drouin et le programmeur Richard Dumas travaillaient l'un à côté de l'autre, formant ainsi l'un des couples clés de la Pop Team. Donc moi et lui, on va discuter c'est quoi les contraintes techniques, comment on peut le jouer, comment on peut le faire, comment on peut le réaliser. Parce que c'est bien beau faire des belles animations, si tu peux pas les mettre dans le jeu et puis ils sont injouables. Ben... Une des premières choses qu'on a réalisées, c'est que le personnage avait beaucoup de mouvements possibles, d'interactions avec le décor, les personnages possibles. Donc on s'est dit, est-ce que ça va rentrer en mémoire, tous ces mouvements-là dès le départ? C'est une des premières considérations qu'on avait eues. Un des points qu'on a eu à régler assez vite, c'est le cas du walling, par exemple. Comment exécuter la marche sur le mur du personnage. La distance, combien de distance que le personnage avait à parcourir. Plus loin, moins loin, combien de pas. Le réalisme versus le fun et l'utilité dans le gameplay. Bien, au début, on avait un walling qui était pas très... une marche sur le mur qui était pas très long, pardonnez-moi l'expression. Mais on s'était rendu compte que le personnage pouvait sauter aussi loin. Donc, le marcher sur le mur était moins spectaculaire, était moins utile dans le jeu que sauter. Donc, on a rajouté des pas sur le mur. En fait, le moteur qu'on utilise, il peut fonctionner avec 2 écrans. Il y en a un qui sert exclusivement à voir ce qui se passe dans le monde 3D. On peut voir tout le monde 3D qui est autour de nous, les personnages. On peut les éditer, les déplacer facilement.
Et sur chaque personnage, sur le deuxième écran, on a l'œil qui se rattache à ce personnage-là. Le rewind, ou retour rapide, peut se déclencher à n'importe quel moment dans le jeu et permet de revenir quelques secondes en arrière dans le temps. En fait, une des grosses difficultés qu'on a rencontrées, c'est l'implémentation du rewind. C'est une des choses qu'on a rencontrées. Mais avec le temps, on a réussi à tout boucher les trous qu'on avait, puis vraiment faire en sorte que ça fonctionne bien. Et là, on regarde sa gueule et tout d'un coup, il fait... Donc, avec ces AVI-là d'Alex, j'ai réalisé que le jeu allait être assez difficile, en fait. Et d'où est venue cette idée du rewind? À quel moment l'ont-ils eu exactement? Lors de la création des AVI d'Alex Drouin, peut-être? L'idée du rewind est une vieille idée que j'avais eue, je sais pas moi, il y a 2-3 ans avant Prince. L'idée de pouvoir contrôler le temps en real time. Un matin, dans ma douche, l'idée m'est revenue. Il a fait « Ah, maintenant elle est exploitable. » Comme j'ai un jeu qui demande ce feature-là. Il se lève le matin, il arrive et il dit « Tiens, j'ai une idée. Ce serait vraiment cool si on pouvait en real time revenir en arrière comme quand tu fais sur ton magnétoscope. » Et ensuite, il faut juste s'arranger techniquement pour le faire. Il n'y a pas de... Il faut juste bûcher, puis oui, ça devient un objectif. Et puis là, il y a un mec, un ingénieur, Martin, qui est un gros cador, qui dit « Écoute, moi, ça m'intéresserait de tenter ça. » La création du rewind a été ma première tâche sur l'équipe Prince of Persia. Ça fait maintenant un an et demi où est-ce que j'ai dû comprendre comment on peut faire pour en fait enregistrer les événements et les reproduire à l'envers. Et il est arrivé et il a dit « Ok, moi ça, c'est un défi, ça me tente, je le fais. » Et ce con, il l'a fait. Et très rapidement, en plus ce qui était bien, c'est que c'est le feature le plus dur, donc tu commences par ça. Il est arrivé avec le rewind. Mais ça a été un travail qui est resté tout au long de la création du jeu, car à chaque fois qu'on ajoutait des nouvelles features dans le jeu, eh bien, il fallait tout le temps revenir sur le rewind. Ça ressemble un petit peu à quand on a des reprises dans certains jeux comme dans les jeux de sport, sauf que nous, on avait une difficulté qui était accrue du fait qu'il fallait pouvoir continuer dans le temps. Je trouve que l'apport du rewind dans le gameplay, c'est très intéressant parce que ça permet aux joueurs de faire des erreurs et c'est pas le classique « je saute, je meurs et je dois recommencer une série d'événements ». Ça donne l'occasion aux joueurs de dire « Ah, je crois que je peux aller là. Je l'essaye. Si je meurs, c'est pas grave. Je reviens. Ça prend 10 secondes puis je peux continuer. » Le rewind ensuite a tout déclenché. Tu vois, on avait le feature qui donnait du gameplay et ensuite ça a tout déclenché en termes d'histoire, en termes de narration, parce que tu dis ouais mais d'accord, mais comment est-ce qu'on l'explique aux joueurs? Ah, on va l'expliquer aux joueurs, alors oui effectivement il faut l'expliquer aux joueurs. Bon alors tu reviens dans le temps, c'est du temps, tiens, machin, bon on est dans le désert, machin, il pourrait y avoir une histoire qui fait qu'il y a une force surnaturelle, ça pourrait être du sable, ouais du sable, ouais pourquoi pas du sable et tout, sense of time. Puis après tu déclines quoi, et puis après tout cool. Ce qui a été bien dans le cas du rewind, c'est que c'est devenu en fait plus qu'un objectif, c'est devenu pratiquement au départ le personnage principal. Donc l'histoire a été basée sur le rewind. Le scénario du jeu fut en fait écrit avant même l'implication de Jordan dans le projet, par le scénariste de Splinter Cell. Le début du projet fut en effet assez chaotique et l'équipe changea pas mal en cours de développement avant de se stabiliser pour devenir la pop team d'aujourd'hui, assisté d'un certain Jordan Mechner. Un vrai touche-à-tout ayant bossé sur la réalisation de documentaires et l'écriture de scripts. Au niveau de l'histoire, on a changé de script radicalement lorsqu'on a fait venir Jordan en fait. J'ai pensé que la chose la plus importante à laquelle je pourrais contribuer à ce moment-là était de créer une histoire qui pourrait mettre à profit cette idée incroyable du rewind. Il est venu de plus en plus souvent à Montréal jusqu'à temps qu'il nous dise « Je veux vraiment faire partie de l'équipe, je veux faire partie du projet, je veux écrire l'histoire. » On en avait une à cette époque-là, une histoire. Et il nous a fait réaliser des choses par rapport à sa création originale,
qu'on était peut-être parti un petit peu trop complexe au départ. Bah, tu vois, c'était ça de papier, alors qu'on n'avait pas encore le jeu, tu vois, le gameplay, le truc. Non, c'est plus simple. Prince, c'est plus simple que ça. Donc, il nous a ramené un peu sur Terre. Et on a passé une semaine au mois de mars 2002 à écrire l'histoire ensemble. Patrice Desilets, Yanis Mala et moi-même, nous sommes assis afin de jeter des idées sur papier. Et ce qui en est sorti, et devint au final l'histoire que l'on connaît aujourd'hui, était le concept des sables du temps. Une dague et un sablier gigantesque contenant les sables du temps furent emportés dans le royaume d'Azad après la conquête d'un palais voisin. Manipulé, le jeune prince ouvrit le sablier, libérant ainsi les sables du temps. Quand il a fini le scénario, je l'ai pris, j'en ai fait un découpage technique. C'est-à-dire que c'est moi qui ai fait les cinématiques, le découpage des cinématiques, les plans de caméra, les mouvements ou le placement des acteurs. Donc c'est comme ça que vraiment notre travail s'est combiné. You were there. The dagger was in your hand. Why did you hesitate? Why did I trust you? Why didn't you trust me? On a enregistré les voix très tôt dans le développement. En fait, j'ai dirigé les acteurs et enregistré les scènes cinématiques ainsi que les dialogues in-game avant même que les visuels n'aient été créés. Ainsi, les animateurs et l'équipe avaient l'avantage de posséder ces dialogues enregistrés au moment de la création des animes. C'est de cette manière que travaillent les studios Disney, tout comme Pixar. Et si vous avez l'opportunité de procéder ainsi, c'est la meilleure manière d'obtenir des performances spontanées. La création des niveaux, ou level design, fut bien évidemment l'un des aspects les plus importants du développement de Pop 4. Pop 1 étant une référence en la matière, un certain standard de qualité devait être atteint. Ce qui était le plus important pour un jeu comme ça, c'était l'environnement. C'est-à-dire que très très tôt, je me suis dit, faut pas arriver avec un personnage avec plein d'actions en fait. Faut tout de suite lui trouver un décor. Et qu'ensuite on puisse lui faire des actions en rapport avec ce décor-là. Donc ce qu'on a fait, la première étape, ça a été d'essayer de trouver des ingrédients de level design. Le level design ou level designer, c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est intégration de gameplay dans une map pour que le joueur ait le plus de fun possible. Tout se passe donc dans un lieu unique, le palais du royaume Azad. On a pensé avoir un seul palais au départ, c'était voulu, c'est pop, c'est un peu dans l'esprit de la licence. Et pour arriver à ça, et comme tous les différents métiers, on a chacun notre grosse partie challengeante. Dans mon cas, dans notre cas, nous autres, ça a été justement de connecter toutes les maps ensemble pour que, premièrement, parce qu'on a la technologie du loading dynamique. Pour complètement effacer les niveaux, pour que le joueur soit vraiment imprégné, et soit dans ce palais-là, il n'en sorte jamais. La raison pour laquelle, justement, le palais est tout détruit et que, justement, on trouvait ça intéressant, c'est en grosse partie parce que on commençait à trouver ça difficile de justifier tout ce qui est facteur de fun. Si on prend pour acquis qu'un palais, normalement, n'a pas de porte fermée et n'est pas écroulé, jamais on va faire des mouvements ou demander des mouvements spéciaux au personnage principal. On va briser l'escalier, on va briser tel chemin. Donc la première chose qu'on a fait, c'est ça. Donc on a fait vraiment une série, on avait environ 200 ingrédients architecturaux avec lesquels le prince pouvait interagir au départ. Et ensuite, on a coupé et on a trouvé des actions. Exemple, une colonne, c'est un élément, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec une colonne? Bon, on peut le faire en haut, en bas, on peut tourner autour, on peut sauter, on peut s'agripper. Et donc, on s'est trouvé avec une série d'actions pour le personnage principal, comme ça. Et on en a fait, on se retrouve avec je sais pas combien à la fin, on a arrêté de compter. Là. Qui dit Prince of Persia, dit 1001 nuits. L'ambiance est quasiment imposée par le titre du jeu. Est-ce également au level design de s'occuper de cet aspect? Tout ce qui est aspect environnement 1001 nuits, c'est beaucoup plus au niveau de la direction artistique qui est Raphaël Lacoste. C'est le château du sultan d'Azad qui est perché sur un rocher isolé dans un désert. Je me suis un peu inspiré du Roi et l'Oiseau, je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé.
Le Roi et l'Oiseau est une œuvre de Paul Grimaud réalisée en 1980 et scénarisée par Jacques Prévert. Je trouvais que ça avait quelque chose de très poétique, puis ça illustrait en même temps assez bien l'extravagance d'un sultan. Raphaël Lacoste fut embauché en cours de projet afin de travailler le visuel du jeu, à la manière d'un chef décorateur, chef opérateur hollywoodien. Ce poste est nouveau dans le jeu vidéo et nécessite des connaissances moins techniques, mais plus touche-à-tout. Il fut ainsi nécessaire de faire de nombreuses recherches graphiques afin de créer ce nouveau pop. La recherche, alors ça a été, vu le style qu'on a choisi, c'est semi-réaliste. C'est à la fois de la documentation sur des livres qui traitent de l'architecture en Iran, en Turquie, même en Inde, parce qu'on voulait être oriental mais pas forcément perse. Afin de travailler les textures du jeu, Raphaël Lacoste, ancien de Callisto, n'a pas trouvé ses inspirations à Montréal, trop moderne, mais en Dordogne. Sans oublier le net et les ouvrages de référence picturales traditionnelles. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de la création des niveaux en nous immergeant dans la 3D. Chaque décor se travaille en effet par couches et chaque détail compte. La première chose qu'on a, c'est ça. Donc ça, c'est le level design, c'est le parcours du prince. Donc il faut qu'on arrive à justifier un peu ces polygones et à faire quelque chose qui ait du sens. Là, c'est une caverne. Donc on s'est dit, bon, dans une caverne, avec des petites plateformes, qu'est-ce qu'on peut faire? Si en bas on met un plan d'eau, à quoi pouvait servir le plan d'eau à côté de ces passerelles? Si on fait une ouverture au plafond, il pourrait y avoir de la lumière qui passe. Donc on s'est dit, on va faire une tannerie intérieure. Donc ça, c'est la partie éditeur 3D qui reste assez rough, assez simple. Voilà, ça c'est pour l'ouverture, avec un fake, un décor de théâtre qui n'est pas interactif, mais qui est là juste pour l'immersion, pour faire du beau. On peut rajouter dans le moteur les particules, les effets de vent, donc vent sur nos bandeaux de cuir. Ici, on peut donner la résistance, le poids du tissu. Donc là, par exemple, j'ai un tissu beaucoup plus léger. Et il monte n'importe où, donc c'est pas très beau, donc on l'alourdit un petit peu. Je peux aussi atténuer ou augmenter la valeur de vent maximum. Ce que je fais, c'est toujours en respectant le game design et le level design. Ça ne doit jamais nuire. C'est un jeu, ça reste un jeu, donc ça ne doit jamais nuire à la jouabilité. L'équipe a bien dû cacher quelque chose dans le jeu. Un clin d'œil au premier Prince, peut-être. On a porté Pop 1 sur PS2 et on l'a caché un peu dans le jeu. On a filé ça à un programmeur 3D de génie qui est complètement fan du jeu, de la série, du projet. Donc, sur son temps libre, en fait, il a fait ça. Cool. Moi et Claude Landelet, le lead programmer, on se disait que ça serait bien d'avoir comme Prince of Persia 1 comme bonus dans le jeu pour les joueurs. Parce que moi, je suis un gros fan de Prince of Persia 1, puis Claude aussi. On a approché Jordan, qui travaille avec nous, pour savoir s'il y avait encore des sources. Mon sentiment a toujours été qu'il n'aurait jamais le temps. C'était une super idée, mais c'est le genre de truc qui, avec la pression d'essayer de faire un jeu à succès dans les délais très courts, finit toujours par tomber à l'eau. Mais Dominique l'a fait. Jordan nous est arrivé avec une boîte de disquettes 5 pouces écart. J'ai apporté mes disquettes Apple II avec le code source de Prince of Persia 1. Elles étaient dans mon garage où je les ai retrouvées dans un carton et je les ai rapportées à Montréal. Là, on n'avait pas d'Apple IIe. On a regardé sur eBay, essayé d'acheter l'Apple IIe pour transférer ça sur un PC moderne. Au final, on a dû abandonner. On n'a pas réussi à trouver quelqu'un qui possédait encore un lecteur Apple II avec le bon hardware. Jordan a réussi à contacter le programmeur qui a fait la version macOS de Prince of Persia. J'ai pisté Scott Chonway, le programmeur de la version Mac de Prince 1. Il avait le code source et l'a emailé à Ubisoft. On a pris la version Mac, je sais pas si tu te souviens, en fait c'était les maps de Pop 1 avec le bonhomme de Pop 2 dedans. Donc avec le turban et tout et les couleurs, le petit gilet rouge.
Dominique a tout ramené chez lui et il a dû faire quelques nuits blanches, travailler quelques week-ends. Et puis un jour, j'arrive dans les bureaux et il était là sur un écran PS2, Prince of Persia 1. Et maintenant, pour la première fois depuis 10 ans, je peux m'asseoir et jouer à Prince of Persia. Yanis Mala et la Pop Team ont donc peu de soucis à se faire. Ils ne devraient pas tuer la licence avec ce 4e Prince of Persia. Fidèle à l'original, sans pour autant se contenter d'un habillage 3D Next Generation, Pop 4 risque fort d'asseoir définitivement la réputation des studios d'Ubi Montréal. On peut d'ailleurs se demander si la Pop Team ne conservera pas son nom sur d'autres projets. Certains membres de l'équipe ont même l'intention de se faire tatouer le symbole du jeu. Mais que pense Jordan Mechner, auteur du jeu original, de ces nouvelles méthodes de développement? Est-ce qu'il ne regrette pas l'époque du programmeur roi, seul à la tête de son projet, sans contrainte de temps ni d'argent, sans planning de production ni exigence marketing? À l'époque des 8 bits et de Prince of Persia, Karateka, on était des programmeurs luttant dans la solitude contre les limitations des machines. Et nous ne rêvions que d'une chose: posséder une machine qui aurait plus de couleurs, plus de pixels, ou qui pourrait jouer une musique tout en permettant de réaliser des actions en même temps. Si j'avais pu voir alors ce nouveau Prince of Persia, ma mâchoire se serait décrochée et je me serais écrié: jetez-moi dans une machine à voyager dans le temps et emmenez-moi dans ce futur.